Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ensemble pendant 1 heure et demie pour une conférence sur le thème « Ce que le pass culture nous enseigne des pratiques culturelles des jeunes ». Et pour cette conférence, nous accueillons Chloé Stivater, qui est chargée de développement territorial au pass culture, et Clément Lavaux, qui est responsable des relations institutionnelles au pass culture. Donc je rappelle juste des petits éléments logistiques. Donc on est ensemble pour 1 h 30. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin de chaque partie, donc ça ne va pas être à la fin de la conférence. Et il y aura aussi sur la même thématique un atelier, donc ce sera l'atelier 12. Donc peut-être que pour les questions un peu plus techniques, on va peut-être réserver ces questions-là pour les personnes qui participent à l'atelier, donc pour l'atelier de tout à l'heure. Donc l'atelier 12, pour rappel, c'est le pass culture, un outil pour renouveler notre adresse aux jeunes. Je voulais vous faire quelques petits rappels sur la raison pour laquelle on a souhaité accueillir une conférence sur ce thème pendant les rencontres sur les pratiques culturelles. On s'est aperçu, notamment par les premiers travaux de l'Observatoire des MJC, que le pass culture était un dispositif qui était plébiscité dans nos réseaux, puisqu'on sait, donc grâce aux travaux de l'Observatoire, que une MJC sur 2 l'utilise. On va peut-être y revenir tout à l'heure parce que ça correspond pas tout à fait aux chiffres que vous avez, mais en tout cas, nous, d'après les premiers retours de l'Observatoire, on s'est aperçu qu'une MJC sur 2 l'utilise, donc c'est vraiment conséquent. Et en parallèle donc de nos travaux sur l'Observatoire, vous avez mené avec le pass culture une étude sur les pratiques que les jeunes, la manière dont les jeunes utilisaient le pass culture. Et donc vous allez nous apporter un éclairage sur ces pratiques, sur la manière dont les jeunes l'utilisent. Et vous allez d'abord, en premier lieu, nous présenter un petit peu peut-être vos parcours et ce qui vous a peut-être amené à travailler pour le pass culture, vos parcours respectifs. Merci beaucoup Magali. Faut que vraiment que je le colle. Ah ouais, ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Chloé Stivater. Je suis donc chargée de développer ce pass culture dans cette région dans laquelle nous sommes actuellement, la Bourgogne-Franche-Comté. Je suis actuellement basée donc à Besançon, plus exactement, donc pas très loin d'ici. Et pour vous raconter un petit peu, avant moi j'étais médiatrice culturelle, notamment dans le domaine symphonique, pour lequel donc j'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans. Et puis au pass culture aussi, je suis un dossier qui me tient particulièrement à cœur, qui est le dossier de la ruralité. Donc on en entend pas mal parler actuellement, et c'est tant mieux parce que voilà, moi je viens du milieu rural en réalité. Donc voilà, voir un petit peu comment on peut développer les pratiques artistiques et culturelles pour tout le monde en milieu rural, c'est plutôt très intéressant. Et je passe la parole à Clément qui se présente également. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Clément Lavaux. Donc moi je suis au pass culture depuis novembre 2019. Avant ça, j'étais directeur d'MJC en région parisienne, dans différentes MJC, à Paris, en centre Paris à Nîmes, puis après à Viry-Châtillon. Et j'ai toujours un peu un pied dans ce réseau-là, puisque bénévolement, je développe un projet d'une association d'éducation populaire à Autun, donc dans cette région, en Bourgogne, et on est en train de rejoindre le réseau de la FRMJC Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'ai décidé de rejoindre le pass culture parce que il y avait quelque chose qui m'attirait sur cette OPNI. C'était un objet public non identifié, comme ça, qui était à cheval entre la culture et la jeunesse, ce qui était ce que moi j'aimais bien, qui était un peu le dispositif culture du ministère, enfin le dispositif jeunesse du ministère de la Culture, avec voilà plein de choses que je comprenais pas, avec une approche dans laquelle je me retrouvais pas forcément, qui était une approche comme ça peut-être un peu un peu consommatrice de la culture, avec mais je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant à creuser. Et donc dès le début, ça m'a intéressé de savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler. Ce que je trouve intéressant sur ce dispositif, c'est qu'il était très très ouvert. Il était ouvert vraiment à tous les acteurs, pas seulement aux acteurs identifiés par les DRAC, pas seulement aux acteurs commerciaux, mais il était très très ouvert, et notamment avec une envie dès le début de travailler avec les acteurs de l'éducation populaire.
Dans les faits, ça n'a pas été simple, pas forcément que pour des questions politiques, pour des questions techniques. On y reviendra après parce que la manière dont le pass culture est utilisé par les jeunes en dit peut-être moins sur les pratiques artistiques des jeunes que sur la manière dont le pass s'est construit, même si on peut en tirer quelques enseignements. Et ce qui est intéressant pour nous de venir à cet endroit-là maintenant, c'est, je vous rassure, on ne répond pas à une commande de Madame Dati qui nous a dit venez absolument rencontrer les MJC. On travaille avec MJC de France et la Confédération et la Fédération française depuis 2020. On échange sur ces sujets-là. Il y a eu peut-être que certaines en ont entendu parler, il y a eu un projet de charte qui s'était lancé en 2020 pour savoir comment le réseau pouvait s'approprier et mettre en place, avoir une appropriation un peu propre de ce dispositif. Bon, finalement, c'est des choses qui ont été plus ou moins suivies, mais en tout cas, c'était très intéressant et c'est toujours très intéressant de construire ça avec vous. Merci beaucoup. Donc on a parlé des récentes annonces et on a parlé, enfin en tout cas ce week-end il y a eu des annonces sur la part collective, etc. Donc c'est peut-être l'occasion ce matin d'expliquer en détail ce qu'est le pass culture, parce que tous les gens dans la salle ne savent peut-être pas précisément comment il fonctionne, qu'il y a une part individuelle, une part collective. C'est peut-être ce que vous allez pouvoir nous expliquer maintenant. Oui, absolument. On passe peut-être vite fait sur, si tu veux bien, Lorraine, sur le petit déroulé qu'on vous propose ce matin. Alors, c'est vrai que ça s'appelle une conférence, mais nous, on a aussi l'envie de mieux vous connaître et de connaître vos attentes et comment vous fonctionnez. Donc, on espère vraiment qu'il y aura de l'échange. Donc, on vous propose, en fait, entre chaque grand axe que vous voyez là, les 4 qui s'affichent, eh bien, à chaque fois des temps de rebond, des temps de partage entre nous. En tout cas, sentez-vous libre de le faire. Donc effectivement, dans un premier temps, on va revenir sur qu'est-ce que le pass culture aujourd'hui. Le aujourd'hui, il est important parce que c'est un jeune dispositif, mais il y a eu d'énormes évolutions, notamment entre 2019, l'année où il a été lancé, en tout cas expérimenté, 2022, où il y a eu le fameux volet collectif. Alors dans le deuxième axe, Clément vous racontera un petit peu effectivement ce que font les jeunes de leur pass culture. On a pas mal de données puisqu'on a vraiment un pôle études et de data analyst au pass culture qui regarde un petit peu ce que font les jeunes de leur pass, mais aussi qui interroge ces jeunes. Dans une troisième partie, on vous propose de nous attarder plus particulièrement sur les pratiques artistiques des jeunes, comment ça fonctionne, en tout cas côté pass culture. Et puis enfin, on reviendra un petit peu sur le partenariat pass culture MJC, comme le disait Clément, qui est là depuis 2020. Voilà. Donc, on y va tout de suite et on va commencer par la première partie que vous ne voyez pas du coup. Bon, après, je vais quand même commencer. On peut quand même, voilà, même si vous ne savez pas projeter, si on n'a plus de son non plus, ça va être compliqué. Mais un des deux, ça serait pas mal. Donc, je vous le disais, ce pass culture, c'est un dispositif vraiment phare. Il fait partie des politiques prioritaires du gouvernement. Il a été expérimenté en 2019 dans certains départements en France, dans 14 départements très exactement. Et puis, il a été généralisé à l'ensemble du territoire en 2021. Donc, il est en fait, ce pass culture, il s'adresse vraiment à la jeunesse. Hein, c'est un dispositif phare envers la jeunesse. Donc, nous, on s'adresse plus particulièrement au pass culture aux jeunes entre 15 et 20 ans. Voilà. Donc, bien à retenir, 15-20 ans, c'est notre cible privilégiée. Et puis de l'autre côté, l'idée c'est un peu de travailler avec les acteurs du secteur culturel. Alors on entend secteur culturel nous assez largement, hein, parce que on a des partenaires du secteur marchand, des libraires, des disquaires, etc. Mais aussi des acteurs plutôt publics, des collectivités, des réseaux jeunesse, le monde associatif, etc. Donc voilà, quand vous verrez peut-être un jour sur ces slides le mot acteur culturel, entendez-le vraiment au sens large du terme. Vous dire également que ce pass culture, il est développé par une société qui s'appelle la société pass culture, et on est toujours en train en fait de faire évoluer ce dispositif avec les retours à la fois donc de ces fameux jeunes entre 15 et 20 ans,
mais aussi avec, bien sûr, les retours et les échanges avec les acteurs culturels, donc au sens large du terme. 2 objectifs sur ce Pass Culture, et non des moindres. Le premier, notre première mission, c'est d'essayer d'accentuer, de renforcer, de développer les pratiques artistiques et culturelles donc de ces jeunes de 15-20 ans. Et puis, la deuxième partie de l'objectif, c'est vraiment d'essayer au maximum, d'essayer de diversifier leurs pratiques artistiques et culturelles. Donc, qu'ils aillent plus loin, qu'ils essayent autre chose, qu'ils découvrent autre chose, d'autres champs, d'autres univers, d'autres arts. Et donc ça, ce n'est pas une mince affaire. Je peux vous le dire en tant qu'ancienne médiatrice. Vous le savez aussi, vous, au sein de vos structures. C'est une belle ambition, mais c'est une grande ambition. Et ben voilà le retour du diapo. Super. Tu peux passer du coup, Lorraine, directement à la partie avec la petite carte. Voilà. Alors, grandes ambitions pour ce Pass Culture. Donc, grandes ambitions égale des moyens assez conséquents qui sont mis en place. Le Pass Culture, on est actuellement 160 à travailler sur ce projet. On ne le sait pas toujours, mais voilà, c'est quand même une très grosse équipe. Donc, le siège est à Paris de la société, avec différents corps de métier, puisqu'on a vraiment des collègues qui développent l'application Pass Culture. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure avec le volet individuel, mais à la base, vraiment, ce dispositif, c'est vraiment une application qui a été complètement créée de toutes pièces. On a la fameuse direction aussi de nos collègues qui sont data analystes, donc un gros pôle études. Et puis, bien évidemment, le Pass, c'est un pôle développement, donc auquel moi j'appartiens par exemple. Donc on est 36 collaborateurs à travailler directement dans les régions. Voilà, ça c'est important de le signaler, c'est-à-dire que vous, à MJC, vous venez d'un peu partout en France là, mais vous avez en fait sur vos territoires à chaque fois ce qu'on appelle des chargés de développement. Comme voilà, moi je suis chargée de développement en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez ma collègue Lorraine Taravella qui nous aide sur ce diapositive, merci d'avoir réparé, qui est située en Île-de-France. Voilà, donc vous avez des collaborateurs, en tout cas des chargés de développement partout sur le territoire, que ce soit aussi d'ailleurs dans les territoires ultramarins. Alors, ce Pass Culture, comme vous le voyez là sur la partie droite de votre écran, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une application. Donc c'est ce qu'on appelle le volet individuel, c'est-à-dire que les jeunes éligibles au Pass Culture téléchargent gratuitement l'application sur leur téléphone ou via un ordinateur, mais quand même globalement c'est à 99,9% du temps c'est sur le téléphone. Et ils vont pouvoir retrouver toutes les propositions artistiques et culturelles de nos partenaires. Donc l'idée, c'est de valoriser bien évidemment les propositions de proximité. Un jeune est à Sochaux, l'idée, c'est qu'il puisse voir les propositions du coin sur son téléphone. En fonction de l'âge des jeunes, ils vont pouvoir disposer d'un crédit donc qui n'est pas le même. Je vais commencer du coup par le plus gros des crédits, puisqu'historiquement, voilà, le Pass Culture s'adressait aux jeunes de 18 ans. Donc à 18 ans, chaque jeune de 18 ans éligible dispose de 300 € qu'il va pouvoir dépenser via son application. Donc il s'inscrit, il a son crédit, et au fur et à mesure qu'il réserve des propositions payantes, son crédit diminue. Il a 2 ans pour utiliser ces 300 €. Je précise aussi, bien sûr, ça c'est au cas où il réserverait des propositions payantes, mais bien évidemment, il réserve aussi beaucoup de propositions gratuites. C'est un peu l'intérêt du Pass, c'est d'être un peu aussi boussole culturelle. Pour les jeunes de 15 à 17 ans, vous voyez, le crédit est un peu moins important. On est sur une enveloppe de 20 € à 15 ans et sur une enveloppe de 30 € à 16 ans et à 17 ans. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que petit à petit, les jeunes gagnent en autonomie, découvrent l'application, et à 18 ans, quand ils seront voilà, forts de tout ce qu'ils auront découvert, ils auront un crédit beaucoup plus conséquent pour les aider à développer leur pratique. L'objectif, il est vraiment pour nous, je vous le disais tout à l'heure, quand on parle d'acteurs culturels au Pass Culture, c'est dans le sens le plus large possible, puisque nous, dans un souci de diversification culturelle, on a envie que
toutes les propositions puissent se retrouver sur cette application Pass Culture. Alors il y a aussi bien vous allez retrouver aussi bien des partenaires libraires, donc qui vont pouvoir bien évidemment via le Pass Culture tisser un lien avec ces jeunes et les conseiller sur des ouvrages et vendre ces ouvrages. Donc c'est ce qu'on va appeler voilà, les biens physiques, les livres, les CD, les DVD, le matériel Beaux-Arts aussi est éligible au Pass Culture. On va retrouver tout ce qui va être lors de la billetterie, des places de cinéma, des places de festival, des places pour aller voir du théâtre, de la danse, etc. Des abonnements aux bibliothèques. On retrouve aussi les services numériques. Hein. C'est vrai que les jeunes, hier vous en parliez dans votre observatoire, les MJC, eh bien, sont aussi sur des nouvelles pratiques, donc forcément des pratiques aussi numériques où ils vont pouvoir retrouver à la fois du streaming et puis retrouver un petit peu des abonnements Deezer, mais aussi prendre des cours de pratique artistique en ligne gratuitement, etc. On a tout ce qui va être de l'ordre, j'appelle moi de la médiation, donc les rencontres avec les artistes, des rencontres avec des professionnels du spectacle, des conférences, des ateliers, etc. Donc qui sont en général gratuites, mais qui doivent être absolument sur ce Pass Culture, c'est important. Et puis bien évidemment les visites des musées, des expositions. Enfin voilà, c'est vraiment exhaustif. Enfin, l'idée c'est vraiment d'être le plus exhaustif possible, d'avoir vraiment des offres très diversifiées et un peu partout sur le territoire. Donc c'est un long chemin, mais voilà, c'est vraiment en tout cas l'objectif du Pass sur ce volet individuel. Alors le volet collectif, c'est le deuxième volet. Il est plus récent celui-là, donc il a été lancé en 2022. L'idée de ce volet collectif, c'est quoi? C'est justement continuer cet accompagnement un petit peu dans le développement des pratiques artistiques et culturelles des jeunes. Donc pour développer ce volet de manière complètement naturelle et évidente, le ministère de la Culture a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour trouver en fait un budget supplémentaire pour accélérer ce qu'on appelle l'EAC. Donc l'EAC, c'est l'acronyme, on aime bien les acronymes en France, qui veut dire l'éducation artistique et culturelle. Donc en gros, ce sont des projets artistiques qui ont lieu dans les établissements scolaires. Donc l'objectif, il est vraiment que tous les élèves aient au moins un projet EAC par an. C'est ce qu'on appelle le 100% EAC. Et donc, ce volet collectif du Pass Culture, il tend vraiment à participer pour arriver tous ensemble avec les autres dispositifs qui existent déjà au 100% EAC. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien là, c'est une enveloppe qui est donnée par établissement scolaire sous contrat. On s'adresse là à tous les élèves, enfin sont concernés tous les élèves du collège et tous les élèves du lycée. Donc voilà, les 6e et les 5e sont éligibles depuis cette rentrée en fait, enfin depuis la rentrée 2023. Et c'est pareil, en fait on calcule un montant en fonction du niveau des élèves. Donc on est sur une enveloppe entre 20 et 30 euros en fonction du niveau scolaire. Comment on fait si on a envie eh bien de proposer des choses EAC et de travailler avec des enseignants en tant que vous, MJC? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, il faut déposer en fait un dossier on appelle un dossier de candidature, puisqu'en fait, ce n'est pas le Pass Culture ou les équipes du Pass Culture qui décident un petit peu qui est éligible ou pas sur ce volet collectif. Ce sont des commissions régionales. Donc, il y a des commissions régionales qui ont lieu. En Bourgogne-Franche-Comté, je vous parle de ce que du coup moi je connais parce que je suis ici, c'est toutes les 6 semaines à peu près. Et puis dans ces commissions régionales, ce sont en fait, il y a à chaque fois à minima un représentant de l'éducation nationale, donc du rectorat, et à minima un représentant de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles. Je dis toujours à minima parce que par exemple au Bourgogne-Franche-Comté, il y a vraiment tous les conseillers qui étudient les candidatures. Il y a plusieurs personnes de l'éducation nationale qui font des retours, etc. Mais en tout cas, c'est la marche à suivre qu'il faut faire. Il faut candidater dans ces commissions régionales. Et pour savoir un petit peu ce qu'on va vous demander, quelles sont les conditions d'éligibilité, quels sont le type de propositions que vous pouvez faire, etc.
Il y a ce qu'on appelle un mode d'emploi qui a ce nom de Vademecum. C'est le nom qu'aime bien l'éducation nationale. Et voilà, ça fixe vraiment le cadre. Donc ce Vademecum, il est consultable, il est public. Après, je pense qu'on pourra peut-être vous envoyer la petite présentation là pour celles et ceux que ça intéresse, parce qu'il y a les liens cliquables, donc c'est plutôt pratique. Mais en fait, voilà comment ça fonctionne ce volet collectif. Et après, une fois que bien la commission régionale donne son aval, vos droits sont ouverts en fait sur la plateforme du Pass Culture et vous pouvez créer une offre collective. Voilà, il faut absolument l'ouverture technique de vos droits pour pouvoir le faire, et c'est pour ça qu'il faut postuler très officiellement, pour le dire simplement. Et effectivement, j'ai encore deux petites diapositives. C'était un petit peu pour, on aime bien quand même donner des chiffres clés parce que ça permet de prendre un petit peu de la hauteur et puis surtout ça permet un peu de mesurer l'impact de ce Pass Culture. Alors je vous le disais, c'est un jeune dispositif, mais c'est un jeune dispositif où les jeunes ont répondu fortement présents, hein, notamment nos jeunes de 18 ans. L'enveloppe des 300 € aidant forcément un petit peu, mais quand même, vous dire qu'actuellement, enfin en tout cas depuis le début du Pass Culture déjà, il y a plus de 3,8 millions de jeunes qui ont été bénéficiaires du Pass. On est actuellement sur 2,7 millions. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent sur le nombre de jeunes touchés. Sur nos jeunes de 18 ans, on a 2 jeunes sur 3 en fait qui l'ont pris. On est à plus de 80%. Donc on est plutôt content de ce chiffre-là. On a encore un petit peu de travail à faire sur les plus jeunes, les 15, 16 et 17 ans, hein, qui sont du coup éligibles depuis moins longtemps. Mais on est déjà sur un taux de couverture aussi de 60-65%, je crois. Donc voilà, on y travaille notamment avec nos collègues de l'éducation nationale. Et puis on a passé la barre des 30 000 partenaires, donc voilà, de tout milieu différents, 30 000 au niveau national. On peut passer, s'il te plaît, Lorraine, sur l'autre et la dernière diapositive. Ça, c'était des petits chiffres clés sur le volet collectif. Alors, on vous a plutôt mis des chiffres sur l'année scolaire 2022-2023, puisque c'est une année scolaire qui est terminée et que celle actuelle ne l'est pas encore. Et c'était en fait la première année pleine où on a testé ce volet collectif. On se rend compte quand même que ça a plutôt bien marché. Puisqu'on a 83% des établissements scolaires éligibles qui ont fait au moins une réservation EAC. Donc ça veut dire que globalement, les enseignants, les référents culture, les chefs d'établissement sont au courant et s'en sont emparés. Ils ont raison, puisque le budget est quand même important. On a un élève sur 2 qui a été touché sur l'année scolaire 2022-2023. Et puis, il est intéressant de noter qu'un peu les catégories, en tout cas d'offres les plus plébiscitées par les enseignants en lien avec les acteurs culturels, ce sont le spectacle vivant, le cinéma et le patrimoine. Je fais quand même 2-3 petits chiffres sur l'année actuelle scolaire, parce que quand même c'est intéressant. On est aussi sur plus de 85% d'établissements touchés, donc voilà, les enseignants continuent d'utiliser le volet collectif, donc c'est devenu vraiment une habitude maintenant. On est sur maintenant 2 enseignants sur 3 qui vont réserver au moins une offre EAC. On est sur plus de 63% d'élèves touchés. Donc voilà, petit à petit, on monte aussi sur le nombre d'élèves qui peuvent bénéficier de ces projets EAC. Et puis, ce qui est intéressant, ça va me permettre de faire le lien avec Clément plus tard, c'est que du coup, arrivent en 3e position des catégories culturelles les plus réservées, les pratiques artistiques. Donc, ce qu'on entend par pratique artistique, nous, ce sont des ateliers où les élèves sont acteurs, c'est-à-dire sont dans ce que l'éducation nationale appelle le faire. Donc, on est plutôt super content que ces pratiques artistiques arrivent dans le top 3. Et voilà, Clément parlera un peu plus tard de ce que font aussi, du coup, les jeunes sur la partie individuelle. Voilà. Je crois que cette première partie est terminée. Yes. Chloé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la présentation du Pass Culture, la part individuelle, la part collective? Est-ce que c'était clair pour vous? Alors, je vais arriver avec le micro pour qu'on entende bien sur la captation. Juste pour savoir, est-ce que la part individuelle et la part collective sont cumulables? Oui.
Absolument. C'est cumulable, c'est cumulable déjà pour les jeunes, bien évidemment. S'ils sont scolarisés, ils peuvent avoir les deux. Et c'est cumulable pour nos partenaires. Vous pouvez décider d'être partenaire sur le volet individuel ou sur le volet collectif, ou sur les deux, ou sur que le collectif. Voilà, c'est vraiment à vous de choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire, de développer. Et vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez aussi y aller petit à petit, commencer par l'individuel et après le collectif ou inversement. Bonjour. Les chargés de développement du Pass Culture, on les trouve dans les départements, dans les régions? C'est au niveau du coup régional. Il y a 2 chargés de développement par région. Même si ça concerne peut-être 1% de la population, est-ce qu'on peut avoir accès au Pass Culture sans appli et sans smartphone? Oui, puisque c'est développé aussi sous forme de web application. Donc, par contre, il faut un ordinateur, mais on peut avoir accès avec un ordinateur, soit son propre ordinateur, soit un ordinateur disponible dans un établissement public numérique. Ça peut être le cas, bien sûr, dans les MJC, dans des centres sociaux. Ça concerne que 1%. Dans certains départements, c'est quelque chose d'important. À Mayotte, notamment, il y a un certain nombre d'accès d'inscription qui se font par ce biais-là. Donc oui, tout à fait. Et pour vous rassurer sur la partie et individuelle et collective, je ne sais pas si les MJC sont déjà éligibles et depuis longtemps sur ces 2 parties-là. Sur ce dont on parle en ce moment avec la ministre, l'éligibilité des MJC sur le Pass Culture, je pense que c'est plutôt une question de comment est-ce qu'on simplifie les démarches, notamment sur ce que disait Chloé sur les commissions régionales. On sait que les relations entre les MJC et les DRAC sont inégales d'une région à l'autre. Et donc, c'est aussi notre rôle à l'échelle nationale de voir comment est-ce qu'on facilite ça, mais des 2 côtés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on permet aux MJC de peut-être mieux connaître les attentes des DRAC et comment est-ce qu'on permet aux DRAC de mieux connaître l'environnement des MJC. Je sais pas s'il y avait d'autres questions sur la première partie ou alors on enchaîne sur la deuxième. S'il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Et la deuxième partie qui était donc qu'est-ce que les jeunes en font de ce Pass Culture et notamment pour ce qui est des pratiques artistiques amateurs, pour faire le lien avec la première partie. Donc moi je vais vous raconter un peu ce qu'ils en font. Donc c'est une photographie à l'instant T. C'était différent il y a 6-8 mois. Ce sera probablement différent dans 6-8 mois. Pour le moment, la pratique principale des jeunes au niveau du Pass Culture, c'est le livre. Puisqu'on est autour de 50% des crédits dépensés. Donc là, je parle en montant dépensé, parce qu'on a 2 manières de voir l'utilisation du Pass Culture, c'est en réservation et en montant dépensé. On utilise plutôt la partie montant dépensé, parce que c'est pas facile en nombre de réservations de comparer un cours de guitare à 200 € qui fera une réservation, et un livre et un manga à 7,90 € qui fera une réservation aussi. Donc ça rééquilibre un peu en parlant de montant dépensé. Par contre, la problématique qu'on a dans notre méthode en parlant de montant dépensé, c'est que du coup, on invisibilise les réservations gratuites. Donc les réservations gratuites, pour l'instant, c'est 5% des réservations. Donc ces données sont sur 95% des réservations qui sont payantes. 5% des réservations, ça ne veut pas dire que les jeunes n'utilisent le Pass Culture que pour 5%, parce qu'en fait, il y a toute une partie des offres gratuites, souvent par définition, n'ont pas besoin d'être réservées. En fait, du coup, les jeunes ont l'information via leur Pass Culture et ensuite se rendent de manière autonome chez les acteurs culturels, mais vont pas jusqu'à la réservation. Mais il y a un certain nombre d'endroits où la réservation est nécessaire pour pouvoir garder une place, pour avoir un espace un peu privilégié. Tout ça. Donc la première pratique chez les jeunes à travers le Pass Culture, c'est les livres. Ça s'explique par plein de raisons. Ça s'explique bien sûr par l'appétence des jeunes pour les mangas. Alors, quand on dit 50% des livres, c'est pas du tout 50% utilisés par les mangas, puisque c'est un peu moins de la moitié maintenant, et ça baisse un peu la place du manga. C'est un peu moins de la moitié de ces livres qui sont des mangas, ce qui reste quand même très conséquent, hein, et on a pu parler du pass manga à un moment.
ça s'explique aussi par la manière dont l'application a été développée. On est en 2019, on expérimente et en fait le premier travail c'est d'aller voir toutes les fédérations professionnelles, tous les acteurs professionnels organisés en réseau pour leur dire voilà on développe ça, comment on peut faire ensemble, qu'est-ce qui serait facilitant sur votre secteur pour le développer. Le secteur du livre est un secteur notamment par le syndicat des libraires assez organisé et avec un système assez centralisé sur la réservation et sur la gestion des stocks. Il y a en gros, sans rentrer dans des choses très techniques, mais il y a 3 acteurs qui couvrent une part très importante des librairies indépendantes. Et donc du coup, ça a été assez facile pour nous, c'est les premières actions qu'on a faites d'un point de vue technique, de synchroniser les stocks. Donc c'est-à-dire que les libraires avaient au début rentré leurs livres un par un, et ensuite on se synchronisait avec leur base de données, et on saisissait comme ça tout de suite. Donc forcément, ça a énormément facilité l'usage pour les libraires. La deuxième chose qui explique ce succès, pendant un moment, on était quasiment à 70-75% du crédit qui était utilisé dans le livre. La deuxième chose qui explique ce succès, c'est qu'en fait, les jeunes parlent énormément entre eux, que ce soit dans leur groupe amicaux, groupe de pairs ou à travers les réseaux sociaux. Et en fait, il y a des effets comme ça de groupes qui se sont lancés avec des jeunes qui sortaient de librairie et qui se filmaient tout de suite sur TikTok en disant oh, j'ai pris mon pass, j'ai dévalisé la librairie, je suis sorti avec le tome 1 à 70 de Naruto, parce que si vous faites les 70 premiers tomes, et ben ça tombe pile poil sur les 300 €, et vous voyez, c'est génial et tout ça. Et donc en fait, ça a été une pratique dans laquelle ça a été assez facile au début pour eux de se projeter sur l'utilisation du pass culture. Une des autres explications de ça, et Chloé en parlait hier, c'est parce qu'en fait, il y a un côté... je suis pas vraiment sûr d'y croire à ce truc-là, et du coup, je vais aller tester. Et un moyen simple de tester, c'est de savoir si, est-ce que je rentre dans une librairie, je choisis un bouquin, je repars avec sans payer, ça marche. Ok, ça marche. Du coup, ça peut peut-être marcher pour d'autres trucs et je peux aller voir une salle de concert, je peux aller voir un cinéma et tout ça. La deuxième pratique actuellement chez les jeunes pour le pass culture, c'est le cinéma. Ça correspond maintenant... Oui, pardon. Bonjour, oui. Par rapport à la pratique de la lecture, effectivement, quand on lit toutes les enquêtes, y compris celles diligentées par le ministère de la Culture, la plus récente, là, c'est assez étonnant pour le coup, on prend la mesure que les jeunes lisent finalement de moins en moins, hormis la bande dessinée. Ma question, c'est comment vous avez... comment est-ce qu'il y a possibilité précisément de vérifier quel type de lecture parmi les 50% en fait enfin voilà, est-ce que c'est essentiellement de la bande, est-ce que c'est du roman, est-ce que c'est vous avez la possibilité de vérifier ça en fait Oui, alors on peut, comme on passe par une application, on peut très facilement, enfin très facilement, j'ai pas forcément les chiffres devant, mais en gros les tendances c'est effectivement la bande dessinée, dans la bande dessinée beaucoup le manga, même si cette part réduit au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est un jeune qui vient pour acheter un manga, la moitié de ces jeunes repartent avec un autre livre et avec un autre type de livre. Dans ce qui marche très bien en ce moment, notamment, c'est la dark romance. Il y a un gros phénomène là-dessus. Après, ça dépend des périodes. Au moment du Covid, par exemple, il y avait tout ce qui était livres autour de sujets de société, autour de compréhension, notamment de ce qui était... cette épidémie, mais pas que, sur des sujets de société, était très prisée aussi. Alors après, on a des effets aussi à la rentrée, on ne sait pas pourquoi, mais le code comment on appelle ça ? Le code civil est assez prisé. En fait, c'est un effet, c'est les jeunes en études de droit qui utilisent leur pass culture pour utiliser le code civil. Alors, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on ne sait pas si les jeunes se sont réconciliés avec la lecture. Ce que nous disent les libraires, c'est que les jeunes se sont réconciliés avec les librairies. Avec les librairies. La manière dont... Là, une fois de plus, c'est pas du tout une photographie des pratiques artistiques des jeunes. C'est une photographie des pratiques artistiques des jeunes sur le pass culture.
avec tous les billets de la construction qui est arrivé à la construction du pass culture. L'espace, le numérique, on en a parlé un peu. Vous voyez, enfin, là on a juste le top 3, mais c'est très très bas dans l'utilisation. C'est très bas parce que ça a été voulu politiquement que ce soit bas. C'est-à-dire que les acteurs du numérique ne sont pas remboursés. Donc ils sont présents, Deezer et tout ça sont présents, mais sont présents sur des offres partenariales et tout ça, mais eux sont pas remboursés. La livraison n'est pas possible. On peut pas acheter un livre sur Amazon et se le faire livrer. L'objectif, c'est vraiment de créer la relation entre les partenaires culturels et les jeunes. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui effectivement font que l'utilisation que font les jeunes du pass culture, c'est aussi effectivement des choses peut-être qui pourraient pas se payer à côté. Donc tout ce qui est livres scolaires, purement scolaires, ne sont pas éligibles. Ils ne peuvent pas les acheter sur le pass culture puisqu'il y a d'autres crédits. Par contre, effectivement, par exemple, quand on prépare le bac français, on a un certain nombre de livres de classiques à acheter. Nous, on peut pas vérifier s'ils achètent. On pourrait vérifier. On se dit que si à un moment Zola arrive en tête des ventes, c'est peut-être pas parce que tout d'un coup ils ont redécouvert Zola, c'est peut-être parce que c'est au programme. Mais on se rend compte que Zola est pas en tête des ventes et que Zola ou d'autres, on voit qu'il n'y a pas une correspondance directe entre les livres qui sont au programme de première et l'utilisation qu'ils font sur le pass culture. L'objectif, en tout cas, nous, c'est vraiment de travailler à leur pratique individuelle. C'est pour ça qu'on est vraiment sur le volet individuel. C'est ce qu'ils en font, ce que eux ont envie d'en faire. Alors, c'est pas simple, hein, c'est pas forcément simple avec les parents. Ça a été des batailles un peu au début. On avait des parents qui trustaient complètement le pass culture de leurs enfants. Et en fait, les libraires nous disaient, on est embêtés parce que là, on sait que c'est pas eux qui ont envie de lire ça. Donc, on a renforcé un peu. On leur dit, vous pouvez demander la carte d'identité. Et puis voilà. Puis peut-être que les parents n'ont pas allé chercher le livre de leurs enfants à 18 ans. Enfin voilà. Après, on va pas rentrer, on va pas fliquer les familles. C'est pas du tout la question. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive quand même à inciter les pratiques individuelles. Je crois qu'il y avait une autre. C'est où? Oui, c'était pour rebondir un peu sur ce que vous dites par rapport en fait aux études un peu aussi qui ont été faites. Est-ce que justement est-ce qu'il y a des outils d'analyse qui sont un peu plus performants, plus détaillés du pass culture, dans le sens où est-ce que ça va un peu au-delà de se dire est-ce que c'est des lycéens, des étudiants, quelle tranche d'âge, quelle typologie de culture ils achètent? Est-ce que vous savez qui sont ces jeunes, de quelle classe ils viennent, de quel genre ils sont, de quel sexe ils sont, etc. Et est-ce que vous avez peut-être des partenariats avec des sociologues, des cabinets de sociologie? Je ne sais pas si ça existe. Alors, oui, on sait un certain nombre de choses. Après, on sait un certain nombre de choses sur le déclaratif des jeunes. Notamment, on peut le voir là. Effectivement, leur catégorie socio-professionnelle, c'est du déclaratif. Nous, on a un billet là-dessus, c'est que c'est du déclaratif au moment de l'inscription. Donc, on voit que 58% sont lycéens. La problématique, c'est qu'il faudrait qu'on réussisse à faire évoluer ça, puisqu'en fait, s'ils s'inscrivent à 18 ans, peut-être beaucoup à 18 ans seront encore en terminale, ou s'ils s'inscrivent à 15, 16 et 17 ans, puisque maintenant il y a la part individuelle qui commence plus tôt, ils sont encore beaucoup au lycée. Mais ensuite, quand ils deviennent étudiants ou quand ils prennent leur premier job, ils vont pas rentrer dans l'application en disant « Ah, ça y est, j'ai mon premier job, je suis plus étudiant, maintenant je suis salarié », ou « Ça y est, je viens de passer à France Travail maintenant, ça y est, je suis inscrit à France Travail, donc je vais passer automatiquement chômeur. » Donc en fait, ça reflète pas complètement, on n'a pas une vision. Sur le déclaratif, on n'a pas une image réelle. Sur la question hommes-femmes, on est à 53% de femmes et 47% d'hommes qui utilisent le pass culture. Sur la question des études, alors nous, on a un service interne qui s'appelle effectivement analyse et études. Donc il y a énormément de données qui remontent, qui sont les données d'utilisation des jeunes du pass culture. Pour le coup, voilà, donc elles sont anonymisées. On respecte la RGPD, mais on sait ce qui est utilisé. Donc on peut faire des analyses à une échelle régionale, à une échelle départementale, à une échelle nationale et tout ça, ou à une échelle plus sectorielle. Ensuite, sur la partie sociologue, il y a Mandy Yamas, du coup, qui travaille dans l'équipe du pass culture, qui est responsable du pôle études, qui est sociologue et qui va travailler, elle, en interne sur un certain nombre d'études. On vous mettra les liens aussi, ils sont dans le diaporama, mais il y a des études qui sont disponibles. Et elle travaille en partenariat avec
d'autres cabinets, alors soit pour du qualitatif, soit pour du quantitatif, pour effectivement affiner ça. Ensuite, on peut être, nous, partenaires partenaires ou alors interrogés par des laboratoires de recherche qui vont travailler sur diverses questions autour des pratiques culturelles, artistiques des jeunes ou leur utilisation, et qui vont nous demander un certain nombre de données. On fait partie, donc Chloé le disait, on est une SAS, c'est un choix qui a été fait sur la structuration pour un certain nombre de raisons, mais on reste dans la sphère publique puisque les actionnaires de cette SAS sont le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts et consignations, et du coup nos données, elles sont pas forcément publiques dans le sens où elles sont pas sur un site public ouvert à tous, mais par contre sur demande de chercheurs et tout ça, c'est des données qui sont plutôt ouvertes. Peut-être que je poursuis. Donc juste rapidement pour vous donner les autres tendances. Donc le cinéma 20%, la musique live 8%. Le cinéma et la musique live, c'est des choses qui montent énormément. Les concerts, la place des festivals et tout ça monte beaucoup. Si on fait un regroupement un peu de tout ce qui est pratique artistique musicale, donc c'est-à-dire musique live, instruments de musique, achat de musique enregistrée, donc que ce soit des vinyles, les vinyles fonctionnent très bien sur le Pass Culture, des CD un peu moins, ou l'utilisation du streaming et tout ça, on est quasiment à 20% pour toute la partie musicale. Pour embrayer peut-être sur la partie donc bon, nos enjeux, on en a parlé tout à l'heure, donc peut-être qu'on revient pas beaucoup là-dessus. Outils de connaissance des jeunes, on en a parlé tout à l'heure, du coup ça vous permettra en ayant cette slide d'avoir le lien vers les différentes études plus qualitatives par secteur qui sont disponibles. Et voilà, et donc l'idée c'était de faire un focus un peu plus précis sur les pratiques artistiques, donc pratiques vraiment en termes de les jeunes acteurs, donc ça va être tout ce qui est cours et ateliers, qui représentent du coup pour le moment une petite part du Pass Culture, puisqu'on est à ces 0,80% des crédits dépensés, mais ça me paraissait intéressant de vous faire un focus, et notamment sur les dynamiques. Merci Clément, super enchaînement. Donc effectivement, nous, alors vraiment pratique artistique, on entend par cette définition-là les jeunes qui sont vraiment acteurs, qui font partie, donc soit qui assistent à des ateliers, soit qui pratiquent eux-mêmes un art, de la musique, de la danse, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous, on l'entend et qu'on va faire ce focus Pass Culture pratique artistique. Effectivement, aujourd'hui, on a moins de 2000 partenaires dans ce domaine-là, donc ça reste quand même assez peu. Il va falloir qu'on le développe. Hein. C'est vrai que Clément vous disait tout à l'heure, il y a vraiment une corrélation. Il faut comprendre qu'il y a une corrélation en fait entre les réservations forcément de nos jeunes sur le Pass Culture et puis les offres disponibles sur le Pass Culture. Donc le livre, le cinéma, la musique, ça arrive dans le top 3 parce que c'est aussi des chantiers qu'on a menés historiquement petit à petit. Donc là, d'autres chantiers arrivent. Le chantier des pratiques artistiques est un de nos chantiers prioritaires, tout comme les musées et les bibliothèques le sont également, par exemple, pour vous donner une idée de ce qu'on développe là en 2024. Donc, moins de 2000 partenaires, voilà. Un peu peine plus de 40 000 offres, donc c'est pas énorme. Par contre, ce qui est intéressant à noter avec les pratiques artistiques, ce sont ce qu'on appelle les mises en favoris, c'est-à-dire que sur l'application, les jeunes peuvent mettre un petit cœur pour avoir en fait, pour garder sous le coude un petit peu des offres. C'est intéressant de voir qu'on passe à 100 000 mises en favoris, ce qui est pas mal, ce qui montre quand même qu'ils ont une appétence, en tout cas pour ces pratiques artistiques, que ce soit pour peut-être se mettre à la guitare ou en tout cas découvrir un atelier de sérigraphie par exemple. Mais c'est intéressant de noter ça. Nous, on est très attentifs aussi aux mises en favoris, parce que c'est vraiment un indicateur fort. Et puis, je vous ai mis à droite un petit peu ce que tapent les jeunes dans leur barre de recherche sur l'application. Vous avez une petite barre de recherche en fait, où les jeunes vont pouvoir bien chercher ce qu'ils veulent trouver en fait, tout simplement. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez la poterie a quand même été tapée plus de 70 000 fois par nos jeunes. On a les studios d'enregistrement aussi sur les pratiques artistiques qui là c'est plus de 150 000 fois tapé. Donc voilà, ça c'est vraiment dans le top sur les pratiques artistiques. C'est intéressant de l'avoir en tête peut-être pour vous, parce que je sais que certaines MJC ont des studios, en tout cas développent cette pratique-là.
En tout cas, voilà, une vraie demande de la part de nos jeunes entre 15 et 20 ans sur les studios d'enregistrement. Et puis ensuite, on retrouve assez logiquement la danse, la photo, le chant, et puis le piano, par exemple. Et voilà, ça vous donne une petite idée. Je trouvais ça intéressant de vous le partager, de voir un petit peu ce qu'ils recherchent, en fait, tout simplement. Bonjour, merci. Je voulais juste savoir pourquoi il y avait 3 pourcentages différents pour les studios d'enregistrement dans le classement. Ils sont différenciés comment? En fait, ce sont les jeunes qui tapent. Donc, ils vont taper studio ou studio d'enregistrement ou studio enregistrement. Voilà, c'est pour ça que vous avez trois lignes différentes. Mais en fait, ils cherchaient la même chose. C'est juste qu'ils n'ont pas tapé les mêmes mots-clés. C'est une recherche par mots-clés. Donc voilà, c'est pour ça. On pourrait croire que c'est la poterie en un, mais pas du tout. Il y a une autre question en haut. Hop, attendez, encore une fois le micro, toujours pour la captation. C'est très intéressant. Pour le coup, ça fait à peu près 23% à peu près là, quand on fait le cumul des pourcentages. Sur le reste du pourcentage, en fait, vous avez non, vous savez à peu près en quoi ça consiste en fait. Je veux dire, quand on fait le cumul là, des pourcentages, là, ça va faire à peu près 23-24%. Donc, là, pour les 76% qu'il reste, vous avez une idée? Là, c'était un focus vraiment sur les mots-clés relatifs à la question des pratiques artistiques. Donc, on voit que effectivement, ça correspond à peu près à un peu moins, entre 20 et 25% des recherches globales. Les autres 75%, c'est tout le reste qu'on va trouver sur le Pass Culture. Donc, ça va être, je sais pas quels sont les premiers mots-clés, mais ça peut être festival, ça peut être Eurockéenne, ça peut être Vieille Charrue, ça peut être Naruto, ça peut être voilà, ça va être des recherches comme ça. Donc les premiers sont en général quand même relatifs aux premières pratiques, donc que ce soit le livre, le cinéma et la pratique musicale. C'est juste pour le plaisir de vous faire marcher, voilà. Non, je voulais savoir si là, par rapport aux recherches, que ce soit en termes de culture ou d'offres, est-ce qu'il y a une uniformité sur la tranche d'âge ou est-ce qu'il y a des disparités ou des différences territoriales selon l'offre culturelle de proximité? Est-ce que ça reste, est-ce que c'est uniforme par exemple sur la recherche de livres, d'offres culturelles sur tout le territoire, ou est-ce qu'il y a une différence par exemple entre Paris et la Creuse, quoi, enfin, pour faire un... Alors, du coup, deux questions en une. Uniformité sur la tranche d'âge, non, puisque notamment les jeunes qui ont un crédit de 300 € à 18 ans et les jeunes qui ont un crédit de 20 € à 15 ans vont pas forcément rechercher la même chose. Unité sur territoriale, je dirais plutôt oui, mais du coup avec un effet déceptif qui va pas forcément être le même en fonction des territoires. C'est-à-dire que tout le monde va peut-être chercher... alors, sur les librairies, il y a un maillage plutôt fort du territoire, donc en général, ils arrivent à trouver... à 20-30 km de chez eux, de chez elles. Sur un certain nombre de pratiques, effectivement, on se rend compte que la recherche peut être la même, mais ça va dépendre. Et plutôt oui, mais quand même non. Il y a effectivement des vraies différences territoriales, des dynamiques. Alors, il y a des choses très régionales et des choses après, il y a aussi tous les outre-mer. Donc là, c'est aussi des pratiques un peu différentes, mais il y a des particularités, oui. Et il y a forcément des différences, puisqu'en fait, l'offre culturelle, elle est très différente dans la Creuse ou la Nièvre ou la Haute-Saône qu'en Île-de-France. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra... Enfin, voilà, ça se retrouve forcément sur le Pass Culture, comme ça se retrouvera partout, parce que c'est comme ça que le maillage culturel est fait. Donc, voilà. Une petite précision au niveau des publics, il n'y a pas une différence d'utilisation énorme entre les jeunes qui sont plutôt en centre-ville et milieu urbain et les jeunes qui sont en quartier prioritaire. En termes de l'utilisation du crédit, de la manière dont ils utilisent est un peu différent. Les jeunes en quartier prioritaire ont une utilisation un peu plus diversifiée que les jeunes dans les plus grands centres-villes. Il y a une différence par contre un peu plus notable entre les jeunes à la ville et les jeunes à la campagne. Il y a une part du numérique un peu plus importante en milieu rural, notamment parce qu'il y a moins d'offres de proximité. Et des utilisations un peu différentes, notamment en milieu rural, les festivals fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui vont pouvoir garder leur crédit pour avoir 3 jours aux Euroc, et du coup,
dépenser plus vite leur crédit sur des choses, voilà, vraiment attendre et attendre ce moment-là de l'année. Il y a une autre question. Oui, merci. Merci pour ces informations. Cette diapositive, elle est intéressante et elle pose le lien entre la part collective et la part individuelle, c'est-à-dire en d'autres termes, entre le temps scolaire et le hors temps scolaire. Et je crains que les jeunes, dans le temps scolaire, ne sachent pas que les activités qu'ils puissent développer d'EAC, en particulier avec leurs professeurs, émargent sur la part collective du pass culture. Je ne pense pas qu'on leur dit vous faites cette sortie grâce à la part collective du pass culture. Or, si on continue à considérer le jeune comme un élève et qu'on ne considère pas comme un habitant du territoire avec peut-être ce qu'on a semé pendant le temps scolaire, une envie de faire germer pendant le hors temps scolaire avec de la pratique justement artistique en amateur, en lien avec les MJC en particulier, c'est peut-être que ce lien entre la part collective et la part individuelle, ou ne serait-ce que l'application pour les collégiens, pass culture qui géolocalise, etc., les activités, je pense que là, il y a quelque chose à faire avec l'éducation nationale pour développer ce lien entre la part collective, déjà porter à la connaissance des élèves que cette part collective existe et qu'ils font des activités quand même grâce à cette part collective, et avec les possibilités qu'offre l'application pass culture, offre individuelle quand ils seront à l'âge de 15 ans. Alors, il y a une autre question derrière. Est-ce que vous préférez qu'on pose les deux questions à la suite et vous répondez globalement, ou qu'est-ce que vous préférez? C'est un peu en lien ou pas? C'est en lien sans... Non. Du coup, je vais oublier la première. Ce lien entre la part collective et la part individuelle, effectivement, un professeur, quand il va faire une sortie, il va pas dire « Ah, regardez, c'est grâce au pass culture ». En revanche, la plupart des inscriptions des jeunes de 15 ans, en fait, pour utiliser son crédit pour accéder à la part individuelle à 15 ans, un des moyens d'accès, c'est les codes EduConnect, donc qui sont les codes de je sais jamais là, l'espace numérique, voilà. et du coup, c'est en fait, il y a un temps au moment où les professeurs principaux vont distribuer les codes EduConnect en début d'année, il va y avoir un temps d'information sur la part individuelle du pass culture, en général assez restreint, en général il n'y a pas forcément un temps de découverte de l'application en classe. Ça arrive, c'est assez marginal, mais ça arrive, un temps de découverte de l'application en classe, notamment pour une raison, c'est que les professeurs ne sont pas forcément tous et toutes formés, mais pour des questions de temps, de moyens et tout ça, mais par contre il y a une information un peu minimale qui est passée. Je complète quand même, parce qu'en fait, l'idée vraiment du développement du volet collectif qui arrive en deuxième, après le volet individuel, c'est justement qu'il y ait une complémentarité entre les deux. C'est-à-dire que les jeunes qui sont scolarisés, ils vont faire des projets EAC avec leurs enseignants, ils vont découvrir, ils vont être acteurs eux-mêmes, ils vont être dans le faire, dans le je fais du dessin, je fais du théâtre, je fais de la danse, je pratique. Et en fait, l'idée, c'est que ça leur ouvre de nouvelles portes. Et ensuite, du coup, ils vont pouvoir continuer, parce qu'en fait, ça se chevauche. Le crédit EAC en collège-lycée, ça va se chevaucher en partie sur les 15, 16, 17 ans. Donc, ils ont un petit crédit pour continuer, je ne sais pas, de prendre une place de théâtre, prendre un cours quelque part, etc. Et puis ensuite, eh bien, on arrive sur l'autonomie des jeunes. Et en fait, c'est aussi intéressant de noter dans les catégories culturelles, eh bien, en fait, qu'il y a des... Enfin, voilà, c'est vraiment... On parlait là, Clément vous disait, en 1, c'est le livre, en 2, c'est le cinéma, en 3, c'est la musique, les festivals. Mais côté, du coup, collectif, ça va être le patrimoine, les musées, justement, la pratique artistique. Voilà, donc des choses peut-être qui sont moins évidentes pour ces jeunes-là de 15-20 ans, peut-être moins dans un centre d'art contemporain, on va peut-être moins se dire qu'on peut être dans une pratique, mais en fait, du coup, c'est vraiment complémentaire. Donc les deux volets, pourquoi est-ce que le pass culture il a évolué sur ces deux volets? Parce que justement, on avait envie de cette complémentarité et de cet accompagnement vers l'autonomie des jeunes, et il faut qu'il y ait un sens à cette autonomie, donc il faut que ça se fasse petit à petit, et c'est pour ça que voilà, il y a les crédits comme ça qui montent. Alors, il y a d'autres questions sur cette... Il y a beaucoup de questions, en fait. Il y a 4 questions encore sur cette partie. Donc, on va peut-être prendre les 4, et puis parce qu'ils n'ont pas terminé leur présentation, en fait. Notamment sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, moi, j'aurais juste 2 questions. Une par rapport
au jeu. Je m'occupe d'une MJC, mais aussi d'une ludothèque. Est-ce que le jeu rentre dans le pass culture? Et ma deuxième question, c'est la part que vous donnez, 20 €, 30 €. Ça me paraît pas énorme quand on connaît le prix d'un bouquin ou le prix d'une place de théâtre ou cinéma. Alors, c'était Alexandre qui voulait poser une question. C'était pour apporter une précision à monsieur là sur la part collective, c'est pas forcément sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'une proposition faite à un collège sur du temps tout public fonctionne aussi avec le pass culture. Alors, une question et Madame De. Ayant utilisé la part collective du pass culture quand je travaillais dans la MJC, aussi les élèves n'étaient pas forcément au courant qu'ils étaient dans une pratique artistique et culturelle et que c'était financé via le pass culture, parce que la relation que moi j'ai eue, c'était uniquement avec l'établissement scolaire. Et du coup, moi, je me posais la question de la place de l'élève dans le choix aussi de l'orientation, parce que, à moins que ça ait changé, parce que ça fait 2 ans que je travaille plus directement en MJC, mais à la fédération, pour l'instant, c'est plutôt des initiatives des équipes pédagogiques ou des directions d'établissement, l'utilisation de l'offre collective, et pas vraiment des élèves directement eux-mêmes. Oui, moi j'ai une question sur, puisqu'on parle de passe individuel et passe collectif, sur la catégorie apprentis, volontaires, salariés de ces jeunes qui peuvent avoir aussi des besoins. Enfin, je pense que c'est important de les sensibiliser ou de les aider. Et du coup, est-ce que vous avez des actions spécifiques dans ce sens ou pas? Il y a une question. Je crois que c'est terminé pour les questions bon sur cette partie-là, ouais. Alors, sur la partie du jeu. Alors, le jeu n'est pas éligible en tant que bien culturel. On ne peut pas acheter un jeu dans une boutique et tout ça. En revanche, les ateliers et la pratique un atelier jeu ou des choses comme ça, c'est des choses que vous pouvez mettre sur le pass culture. Sur la part limitée, effectivement, en fait, au début, le pass culture, c'était 500 € à 18 ans, utilisable en 1 an. Ensuite, c'est devenu 500 € à 18 ans, utilisable en 2 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne dépensaient pas toute leur enveloppe en moyenne. Ensuite, c'est passé à 300 € à 18 ans et effectivement 20, 30 €. Donc en fait, il y avait 380 € pour les jeunes et après le reste qui partait sur la part collective. Donc ça reconstituait cette enveloppe de 500 €, mais qui était ventilée différemment. L'enjeu sur les parts des 15, 16 et 17 ans, 20 €, 30 € et 30 €, c'est moins effectivement qu'ils puissent s'acheter des choses chères, c'est plutôt de commencer la démarche et peut-être au moment où ils sont un peu plus accompagnés. Les enjeux financiers, alors, sont très 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 différents en fonction des classes sociales, en fonction des milieux et tout ça, bien sûr, mais c'est aussi des moments où on est un peu plus accompagné par le milieu scolaire, notamment avant 16 ans, un peu plus accompagné par le milieu parental et tout ça. Après, avec des grandes diversités en fonction des territoires et des personnes. C'est aussi pour ça que, notamment pour les 15, 16 et 17 ans, la part du gratuit est très importante. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas c'est moins un enjeu de leur faire venir et notre objectif, c'est pas qu'ils dépensent absolument leurs 30 € le plus vite possible. C'est comment est-ce qu'ils vont découvrir tout ce qui va se passer autour de chez eux et être plutôt sur des choses de découverte. C'est-à-dire que si on parle des différents espaces que Jean-Yves citait hier sur les espaces vraiment d'expression et tout ça, là on est vraiment dans une MJC, on est sur l'espace de la découverte. Effectivement, ils vont pas les 30 €, ils vont pas l'utiliser pour acheter leur cours de danse à l'année et tout ça. Il y a peut-être d'autres dispositifs, notamment avec la CAF, d'autres dispositifs qui permettent ça. Peut-être que les 30 €, l'idée pour nous, c'est qu'ils l'utilisent de manière le plus autonome possible et qu'ils utilisent ça, ou alors qu'ils viennent gratuitement à un temps de découverte d'un atelier, à une jam, à quelque chose, enfin voilà, vraiment sur cet espace et ces moments de découverte. Et je pense que c'est ça un des enjeux, et peut-être qu'on peut faire la transition. Ah non, il y a encore une slide. Après, on fera la transition.
On répond peut-être aux 2 autres questions. Sur le collectif, si je me rappelle bien de la question, c'était l'idée que du coup les élèves sont pas forcément au courant qu'ils font des projets EAC grâce au Pass Culture et qu'ils n'ont pas forcément un choix dans ces projets EAC. Alors oui, effectivement, ils savent pas forcément que c'est le Pass Culture, mais parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un financement parmi d'autres financements de l'EAC. Et en fait, on joue collectif sur ce coup-là. C'est-à-dire que la DRAC finance aussi des projets EAC. Il y a certains départements financent aussi l'EAC avec collégiens au cinéma, par exemple, ou les régions avec lycéens au spectacle vivant, autre exemple, ou l'art contemporain, autre exemple. Enfin, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on le fasse tous ensemble. Donc c'est pas très grave finalement s'ils savent pas qu'ils font voilà avec le pass. L'important c'est qu'ils aient les sous pour le faire. Et après oui c'est vrai qu'ils choisissent pas, mais et que c'est plutôt l'équipe enseignante qui choisit, et aussi en fonction de la possibilité en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des SMAC, des scènes de musique actuelles partout, il n'y a pas forcément toujours des offres culturelles de proximité dans tous les domaines artistiques, j'entends. Donc c'est aussi voilà effectivement. Et puis sur la question des apprentis, tu veux répondre sur la question des apprentis? Est-ce qu'on a des... Alors effectivement donc en milieu scolaire, on le disait, il y a un accompagnement qui peut être un peu minime, mais il y a un accompagnement sur la connaissance au moins du Pass Culture. Du coup, un de nos enjeux, c'est de dire toutes les personnes qui ne sont pas scolarisées. Alors c'est pour ça que le choix était de commencer à 15 ans. C'était aussi de se dire qu'à 15 ans, l'obligation scolaire étant jusqu'à 16 ans, il y en a quand même un maximum normalement qui seront au moins informés. On sait que c'est pas vrai, hein, que tout voilà. Ensuite, à 16 ans, effectivement, du coup, on se tourne vers d'autres réseaux, notamment on a un partenariat national avec l'Union nationale des missions locales pour pouvoir travailler sur cet accompagnement dans le cadre des différents dispositifs de la mission locale. C'est aussi, du coup, probablement un enjeu avec les fédérations, faut pas probablement, très sûrement un enjeu avec les fédérations d'éducation populaire. C'est-à-dire que là, on axe notre présentation sur plutôt les MJC en tant que partenaires culturels. Mais les MJC, bien sûr, sont aussi partenaires jeunesse. Et du coup, peuvent tout à fait travailler et utiliser le Pass Culture et l'utilisation que peuvent en faire les jeunes de manière individuelle en tant qu'outil pédagogique, que ce soit dans la présentation, dans, pourquoi pas, d'une utilisation individuelle, la transformer en utilisation collective pour aller ensemble à une sortie, pour pouvoir accompagner une sortie, pour pouvoir... pourquoi pas inventer quelque chose où on inviterait un artiste à la MJC qu'ils auraient envie de faire venir et sur lequel ils seraient peut-être prêts à utiliser une partie de leur part individuelle. Ça, c'est des choses qui sont complètement inventables, et c'est aussi toute la plasticité et ce qui est intéressant sur ce dispositif, c'est qu'on peut inventer plein de choses. C'est le thème un peu plus de l'atelier, de voir comment on peut inventer des formes, mais ça participe vraiment à cette utilisation-là. Alors, dernière question après, parce que sinon on pourra même pas dire ce qui se passe dans les MJC. Non, vas-y. J'ai 2 questions au cas où c'est possible d'avoir 2 réponses. Comment, en tant qu'MJC, faisons-nous figurer les activités culturelles à proposer sur la plateforme, sur l'application du Pass Culture? Et une deuxième question plus spécifique sur les publics, les jeunes. Lorsqu'ils activent leur compte Pass Culture, est-ce qu'il y a une demande est-ce qu'il est demandé une situation administrative particulière? Je pense à des jeunes qui ne seraient pas scolarisés, à des mineurs non accompagnés, non reconnus comme mineurs, et des choses comme ça. Qu'en est-il pour des personnes qui sont dans des situations un peu particulières? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur comment vous inscrire. En gros, il faut aller sur passculture.pro et créer un compte professionnel et créer les offres. Je la fais très rapide parce que sinon, je pense qu'on passe tout le reste là-dessus. Il y a un atelier cet après-midi. Je ne sais pas s'il reste des places. Sinon, on donnera la liste des chargés de développement territoriaux. Et moi, je suis là. On est là encore toute la journée. Je suis là cet après-midi. Donc, on peut aussi prendre un petit temps plus précisément. Sur la partie éligibilité des jeunes, le seul critère est l'âge. Alors, il y a 2 critères en fait. Il y a l'âge et le fait d'être sur le territoire français depuis plus d'1 an. Donc, ça veut dire qu'il faut... Alors,
Dans la plupart des cas, c'est juste on passe sa carte d'identité, ça peut être du coup un titre de séjour, c'est pas forcément une carte d'identité française. Un titre de séjour du coup est tout à fait valable. Dans les situations un peu plus délicates, il y a un espace de démarche qu'on appelle démarche simplifiée, qui n'a de simplifier que le nom, mais qui permet quand même de rentrer dans des détails un peu plus spécifiques, de mettre d'autres types de justificatifs et d'avoir un échange pour ces situations-là. Donc là, pour le coup, en général, c'est les publics qui sont un peu plus accompagnés par des structures, mais oui, c'est tout à fait possible. Une dernière question pour cette partie et ensuite Allez. on va peut-être terminer. On va peut-être se donner un quart d'heure de plus que le temps qui nous était imparti, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à midi et demi. Donc on va prendre une dernière question sur cette partie, ça va? Alors en fait on fait les temps d'échange après chaque partie, c'est ce qu'on est en train de faire. Ok. Juste rapidement pour terminer sur cette partie pratique artistique, vous dire parce que ça peut vous intéresser. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes du Pass Culture, ils vont se diriger vers deux types de propositions. La première, c'est qu'ils vont se dire super, notamment nos jeunes de 18 ans, j'ai 300 €, ça va me permettre de financer ce que je fais déjà, mes cours de chant, mes cours de guitare, mes cours de batterie, etc. Ils en profitent aussi pour enregistrer des choses. Hein. On revient sur les fameux studios d'enregistrement, c'est souvent assez onéreux. Donc avec 300 €, on peut enregistrer un titre et ça, c'est plutôt cool. Et puis, ils vont aussi se diriger vers les offres numériques. Donc ça, je l'avais dit tout à l'heure, je passe rapidement. La deuxième typologie, et c'est celle-là, je pense, qui va, vous, en tant que MJC, vous intéresser plus particulièrement. On va être plutôt sur des jeunes qui ont du mal aussi à s'engager sur l'année. C'est-à-dire, ils vont pas forcément se dire je vais faire un cours de danse une fois par semaine sur toute l'année. En revanche, ils sont plutôt friands ce qu'on va appeler nous des offres de découverte, des one-shot. C'est un peu anglais, mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc en tout cas, d'être sur de l'initiation. C'est pour ça que la poterie, je reviens à la poterie, vous avez vu, ça ressort parce que du coup, tout ce qui est un petit peu métier d'art, en tout cas des choses comme ça les intéresse. Découvrir la sérigraphie, découvrir la poterie, découvrir la céramique, etc. Et ben en fait, ça fonctionne. On a mis un petit exemple. Il y avait Versailles qui avait mis aussi des initiations à l'aquarelle, ça a bien marché. On va avoir d'autres lieux qui font ce type de choses et voilà, ça marche. Donc c'est intéressant, je pense, pour vous de l'avoir en tête parce que nos jeunes, ils sont aussi, moi je trouve toujours hyper surprenant quand on fait des études ou quand on regarde un peu plus près des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. La poterie, c'est peut-être pas quand on a 18 ans et pourtant. Donc voilà, faut peut-être imaginer et tester des choses. Une des particularités aussi, c'est que du coup, le crédit principal, il arrive à 18 ans, qui est un moment du coup de forte mobilité. C'est le moment où on quitte sa ville pour aller dans une autre ville étudiante. Alors pas tout le monde, hein, pareil, il y a une grande disparité, mais du coup, c'est des endroits où c'est peut-être le moment où on quitte sa pratique sportive habituelle, sa pratique culturelle habituelle, et on va pas forcément tout de suite se réinscrire dans la ville qu'on connaît pas. Dans une activité très engageante sur le temps, mais par contre, c'est là effectivement que la partie découverte et des choses qui sont peut-être un peu moins engageantes, mais qui vont nous permettre d'aller tester des trucs et de tester aussi des endroits du coup de sociabilité et des endroits, quels sont les endroits quand on est étudiant et qu'on arrive dans une fac de 30 000 habitants, 30 000 habitants, 30 000 étudiants, quels sont les endroits où on trouve aussi un premier réseau. Donc voilà, ça c'est des questions aussi à avoir en tête. Un peu plus précisément du coup sur ce que font les MJC sur le Pass Culture. Donc là, on en arrive un peu sur les chiffres selon la police et les chiffres selon les organisateurs, puisque on disait, c'était dit tout à l'heure par Magali, 50% des MJC dans l'étude indiquent s'être inscrits sur le Pass. Nous, on retrouve le chiffre de 257, donc on serait plutôt sur un quart si on parle des 1000 MJC, alors je ne sais pas s'il y en a exactement 1000, mais peu importe, on serait plutôt sur un quart, sachant qu'il y en a probablement plein qu'on a oublié, puisque nous, là, c'est une recherche, en fait, les MJC pour le moment, n'ont pas la possibilité de s'inscrire en tant que MJC, s'inscrivent en tant que centre culturel en général, ou en tant que salle de concert, ou en tant que cinéma, ou en tant que, ils vont s'inscrire en fonction de la pratique principale qu'ils vont vouloir développer sur le Pass Culture.
On n'a pas encore la catégorie MJC ou association d'éducation populaire. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, notre application est développée par rapport à l'utilisation qu'en font les jeunes. Et en fait, un jeune, il va chercher une salle de concert, il va pas forcément chercher. S'il veut chercher un cinéma, il va chercher un cinéma. Il va pas chercher la MJC labellisée art et essai. Et du coup, on a des catégories qui sont pas opérantes, que ce soit côté partenaire culturel ou côté jeune. Et par ailleurs, juste pour compléter ce que vous dites et dont on a parlé hier quand on a préparé la conférence, en fait, il s'avère que dans le réseau, il y a plein de structures qui s'appellent pas MJC, qui s'appellent autrement. Donc c'est peut-être pas forcément. En fait, c'est peut-être une question d'invisibilisation des structures du réseau. Par votre outil en fait. Il faudrait faire coïncider nos fichiers respectifs avec par exemple le numéro de SIRET. Et donc du coup, toutes les données qu'on vous donne là, c'est à partir de ce qu'on a nous identifié. Alors est-ce que c'est du coup peut-être plus un panel que la globalité, à voir. Mais en tout cas, voilà. Donc en termes de montant, donc nous on parle de chiffre d'affaires puisqu'en fait c'est des jeunes qui vont utiliser ça pour des choses payantes. En termes de montant, sur la part individuelle, on est autour, je crois, de 65 000 € dépensés au sein du réseau des MJC. Donc c'est encore relativement modeste. Au niveau de la part collective, on est sur plus de 300 000 € dépensés dans le sein du réseau des MJC. Au niveau de la part individuelle, nous, sur ces 257, il y en a 150 qui sont actives, donc actives qui en tout cas ont au moins proposé une offre à un moment. Et il y en a 90 qui ont proposé des offres sur le volet collectif. Ça a généré donc en gros, pas tout à fait maintenant, on n'est pas loin de 6 000 réservations. Enfin, il y a 6 000 offres et 2 000 réservations confirmées. Alors, sur les offres proposées par les MJC, on voit qu'en tête, en nombre d'offres, on a le cinéma est très présent. Pour une raison simple, c'est que les séances de cinéma sur le Pass Culture sont synchronisées. Donc, c'est-à-dire que tous les cinémas qui sont arrêt-essai, ou même pas arrêt-essai d'ailleurs, mais qui utilisent soit qui sont référencés sur Allociné, soit sur d'autres systèmes de billetterie, en fait, peuvent synchroniser et nous, on crée les offres automatiquement avec le tarif qu'ils veulent. Donc forcément, c'est plus simple de créer une séance de cinéma qu'un abonnement de pratique artistique où là, il faudra les créer un par un, ou qu'un spectacle ou qu'un concert. Donc c'est pour ça qu'on a ce chiffre très fort, c'est qu'en fait, c'est peu de structures, mais qui du coup génèrent un nombre important de propositions. Au niveau des jeunes, on voit que ce qu'ils viennent chercher principalement dans les MJC, c'est des concerts. Alors là, c'est pareil, c'est pas forcément représentatif, c'est-à-dire que c'est notamment Antipode, à Rennes, qui du coup est très actif sur le Pass Culture et du coup qui va peut-être pousser un peu cette catégorie-là. Donc 41% des montants dépensés pour l'instant sont dans des concerts, mais ça veut dire que c'est aussi un espace de développement pour toutes les MJC qui ont des salles de concerts et tout ça et qui font de la programmation. C'est des choses qui sont, en tout cas les jeunes sont contents de venir découvrir ça. Les séances de cinéma, 20% des montants dépensés, et les abonnements de pratique artistique, 11%. Les spectacles, après sur les autres, on est plus en lien entre le pourcentage d'offres proposées et le pourcentage d'offres réservées, puisqu'il y a 14% d'abonnements en pratique artistique et 11% qui sont réservés. Donc on est pour le moment sur un volume qui ne nous permet pas d'en tirer des conséquences, des conclusions définitives et générales. L'idée c'est vraiment de montrer une tendance et de voir après comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on peut développer ça. Et sachant que quand on dit développer ça, notre objectif c'est pas que les MJC soient sur le Pass Culture pour être sur le Pass Culture. C'est à partir du moment où ça s'inscrit dans une démarche, que ce soit sur la part individuelle ou sur la part collective, ça s'inscrit dans une démarche et dans un projet. C'est-à-dire que c'est ce que disait Chloé au début, c'est que je pense que le Pass Culture pour les MJC, en termes vraiment de pratique artistique, il y a deux espaces qui sont intéressants. C'est soit des jeunes qui sont déjà dans les maisons, sont déjà adhérents, usagers, et en fait vont un moment, peut-être un peu par effet d'aubaine ou par nécessité, utiliser leur crédit principal pour payer l'activité dont ils ont l'habitude d'utiliser. Donc là, ce sera moins une découverte de la structure qu'un peu une opportunité financière. Et après, le deuxième espace, c'est effectivement comment est-ce que la MJC, comment on fait en sorte de faire découvrir la MJC à des jeunes qui la connaissent pas forcément, et qui la connaissent pas forcément, notamment parce que peut-être qu'ils arrivent sur ce territoire-là.
en tant qu'étudiant, en tant que jeune travailleur, enfin voilà, pour plein de raisons différentes de la mobilité des jeunes à 18 ans, ils peuvent arriver sur un nouveau territoire et le fait de connaître la MJC en tant que ressource, peut-être par la porte d'entrée au début qui va être le concert, le spectacle et tout ça, mais après en tant que ressource plus globale, qui ça après le travail de chacune des structures et ça voilà, mais c'est peut-être les choses qui peuvent être à développer. Bon, voilà. Et dans les pistes, dans les choses qu'on imagine avec vous, c'est effectivement de voir comment on teste des choses. Et tester, ben, c'est aussi du coup peut-être rater, et puis mais essayer, inventer des formats. Alors ça ne veut pas forcément dire tout révolutionner, mais c'est voir comment est-ce qu'on peut aussi être un partenaire pour tester des choses, pour voir comment nous on peut les mettre en avant. Alors peut-être qu'on peut terminer par ça. Très rapidement, vas-y, tu peux passer les slides. On l'a dit tout à l'heure, mais en fait, il y a plein de moyens sur l'application du coup de valoriser, que ce soit de valoriser les lieux, puisqu'en fait, on a un système de recherche par lieu culturel de proximité, ou que ce soit de valoriser des offres. Donc, le choix qui a été fait, c'est vraiment de passer par une application éditorialisable et géolocalisée. Il y a un pass culture en Espagne, un équivalent, c'est une carte de crédit. Donc ça fonctionne comme maintenant les cartes de crédit, tickets restaurant, les jeunes. Ça n'a pas été le choix en France. Le choix en France, ça a été, et en Allemagne, c'est pareil. C'est vraiment de pouvoir éditorialiser. La partie éditorialisable, donc qui sont en fait le pass culture, la page d'accueil. Vous pouvez télécharger vous l'application, hein, vous n'aurez pas le crédit, mais vous aurez l'application. Il y a un certain nombre de playlists au début et qui permettent de naviguer sur des thématiques, sur des choses de proximité et tout ça. Elles sont éditorialisées un peu par des algorithmes, mais surtout par les équipes en région et par des propositions qui sont faites par système de tags qui sont remontées. Donc en fait, dans le lien avec les équipes régionales, sur des temps forts que vous organisez, sur des choses que vous voulez mettre en avant ou sur des temps forts que nous, on organise, c'est des choses qui peuvent être mises en avant. On peut continuer rapidement. Donc voilà, donc ça c'est la page lieu, mais on pourra y revenir, on va pas forcément passer très vite, mais c'est voilà. Le type d'offres, donc ça c'est des offres qui sont proposées au sein du réseau hein, des MJC. Donc voilà, le centre image à Montbéliard ben, qui propose des offres de cinéma. Alors là c'était un peu particulier puisque c'était le film Aviator qui était projeté à l'aérodrome du pays de Montbéliard. Donc voilà, il y a des choses un peu aussi hors les murs et qui sont voilà, un festival organisé par les MJC. Il y a un atelier sur le festival Il Bouge pendant ces journées. Qui a un certain succès sur le Pass Culture, ça marche un peu. D'autres types d'offres, de pratiques artistiques. Donc là, on est à Douai, des offres de rencontres avec des artistes et tout ça à Rennes. Voilà, donc ça c'est vraiment des exemples hein, et des choses un peu plus temporaires comme des expositions, comme des soirées thématiques. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on a piochées dans les différentes MJC qui sont actuellement actifs sur le Pass Culture. Sur le volet collectif, bon bah là, voilà, vous pouvez proposer des concerts, des spectacles et tout ça. Donc c'est ce que vous disiez, monsieur, que ce soit sur le temps scolaire ou hors temps scolaire. Par contre, ça doit quand même être accompagné par un enseignant. Ils peuvent pas venir individuellement, mais par contre, ça peut être hors du temps scolaire. Voilà, la page d'accueil. Donc ça, c'est ce que je vous disais, la manière dont c'est éditorialisé. Donc on a un certain nombre de playlists qui mettent en avant des sorties, qui mettent en avant des encarts spécifiques. On va pas forcément, voilà. Juste peut-être la dernière slide. Il y a tout un service programmation sur lequel on travaille à l'année un certain nombre de temps forts et un certain nombre de Zoom éditoriaux. On en a mis quelques-uns en avant sur lesquels il peut y avoir des actions dans le réseau, mais en fait, il y en a peut-être plein d'autres sur lesquels vous pouvez intervenir. C'était juste pour vous donner une idée de la manière dont on fonctionnait, dont on annualisait aussi l'année sur des temps forts. Donc là, on arrive sur un temps fort au mois d'avril sur les dessous de l'info. Par exemple, les dessous de l'info, tous les outils pédagogiques développés au niveau du réseau, je ne sais plus comment s'appelle cette Désinfox, non à la haine et tout ça, rentrent complètement dans cette partie les dessous de l'info. Donc c'est des choses qui peuvent être valorisées. Alors voilà, faudra être rapide, mais c'est des choses qui peuvent être valorisées. Au mois de juin, on fera un zoom éditorial sur le mois des fiertés. Donc tout ce qui va être dans les maisons autour de projections, autour des questions LGBT, autour de toutes ces questions de société, peuvent être mises en avant. Faites de la musique, un incontournable.
Cet été, on organise un grand concours d'écriture. L'année dernière, c'était un concours de dessin. Cette année, c'est un concours d'écriture. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez aussi vous intégrer. Il y aura aussi des temps forts et des temps éditoriaux, peut-être sur la rentrée pour la partie pratique artistique ou des choses comme ça. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut imaginer ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur... je ne sais pas si Chloé, vous vouliez rajouter quelques éléments. Sinon, on va faire passer la parole. Juste tant que j'ai le micro, et avant qu'on ne se quitte dans un quart d'heure, en fait, il y a une... Normalement, vous sortez par la gauche et vous arrivez dans le hall. On ne pourra pas y aller. Donc, il y a une sortie à droite qui est prévue parce qu'en fait, il y a un plateau, un direct sur France 3, je crois, qui est organisé dans le hall. Donc, il faudra pas sortir par là, il faudra sortir par là. Une des deux petites salles d'atelier. Il y aura mon collègue qui vous guidera. Donc, on va prendre quelques questions. Oui, en fait, le pass culture, il est restreint dans le temps puisque c'est pour les 15-20 ans, en fait, en gros. Mais est-ce qu'il y a une utilisation sous forme d'annuaire après pour prolonger en fait cette utilisation après 20 ans, quoi? Est-ce que c'est utilisable et utilisé? Ouais. Est-ce qu'on prend d'autres? On peut prendre d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Alexandre? Ouais, Clément, tu disais que sur vous aviez un reliage sur le cinéma avec Allociné ou des. Est-ce que c'est pas un certain nombre d'MJC utilisent maintenant des logiciels internet type Yamapawas, Goasso, Aiga, Eloasso. Est-ce qu'il n'y a pas des partenariats possibles avec ces plateformes-là parce que là il y a des offres de pratiques artistiques et culturelles. Je pense à Eloasso aussi par rapport aux concerts, etc. Est-ce que ce type de partenariat pourrait être envisageable avec le Pass Culture, si ça a été fait avec Allociné? Oui, moi c'était plutôt un retour d'expérience, puisqu'on fait partie des MJC qui bénéficient déjà du Pass Culture depuis 2 ans, aussi bien sur la part collective et individuelle. Alors pour la part collective, c'était assez facile pour nous, puisqu'on travaille depuis des années au collège, donc c'était une évidence. Par contre, pour la part individuelle, l'an dernier, on avait publié des offres sur les pratiques cours de danse, cours de théâtre, et on s'est rendu compte que on n'avait eu aucun jeune de nos ateliers qui s'était mis dessus, donc on l'a pas refait cette année. Et effectivement, quand on interroge les jeunes, alors on est plus sur 15, 16, 17 ans, quand ça leur est présenté en milieu scolaire, ce qui est mis en avant, c'est que ça sert pour le cinéma et les concerts. Et je trouve que là-dessus, il y a une sensibilisation à faire sur les jeunes pour dire, nous, en fait, il y a aussi ce genre de choses, et notamment dans les MJC. Voilà. Ça marche. Alors, question 1, c'était sur est-ce que c'est utilisé après? Alors, on se rend compte que oui, même s'il y a une déperdition après dans le temps, ils l'utilisent fortement une fois qu'ils ont... Alors, c'est soit à 20 ans, soit quand ils n'ont plus de crédit. Il y a des jeunes qui, à 18 ans et 3 jours, ont dépensé tous leurs 300 € et du coup n'ont plus de crédit, mais restent quand même. L'utilisation après le crédit, alors c'est pas une baisse comme ça, mais ça baisse un peu. C'est un de nos objectifs aussi c'est pas de les maintenir en rétention sur l'application, mais c'est de dire comme on a développé cette partie annuaire effectivement et ce truc qui donne un panorama un peu général au niveau de ce qui peut se passer sur un territoire, de pouvoir garder ça. Donc c'est pour ça aussi que cette application est utilisable par toutes et tous. Si vous la téléchargez, vous verrez que l'éditorisation est plutôt axée un peu jeune. On a choisi le tutoiement, des choses comme ça, mais c'est des choses il y a aussi des personnes qui du coup l'utilisent en tant qu'un peu annuaire et calendrier, enfin agenda. Voilà. Agenda, qui dit agenda dit open agenda, qui font partie aussi de ces choses possibles avec Eloasso et tout ça. Alors c'est tout un secteur de développement, c'est un poste qu'on appelle avec les partenaires techniques. On fait au fur et à mesure des développements. Alors nous, là ça rentre dans des choses un peu techniques qui sont vraiment moins mon domaine, mais des modules, des API du coup qui sont après utilisables et qui peuvent être synchronisés par ces différents acteurs, actrices. Donc on a régulièrement des rendez-vous, notamment avec Eloasso. Je pense que ça va sortir un moment, mais oui, c'est des choses qui sont développées. Sur effectivement la partie, la manière dont c'est communiqué sur la part individuelle, on se rend compte que ce qui marche bien, c'est quand les acteurs eux-mêmes, au-delà de la question de l'application, en fait, c'est pas une solution miracle. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on a mis nos cours de théâtre. Ce qui est bien, c'est par exemple de rajouter le logo Pass Culture sur les affiches de cours de théâtre pour que les jeunes se disent tiens, c'est vrai, je pourrais utiliser mon Pass Culture pour ça. Et ça marche aussi pour le cinéma, ça marche aussi pour pas mal de choses.
cette partie communication croisée, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur toute la partie imprimée, sur les plaquettes de saison et tout ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Mais je suis complètement d'accord avec vous, il faut multiplier les canaux pour qu'il soit sûr que on n'est pas obligé d'aller que dans les librairies et les cinémas. Est-ce que vous avez, pour le coup, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, parmi la population âgée de plus de 15 ans, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de savoir à peu près en proportion combien de jeunes en touche? Est-ce qu'il en reste encore beaucoup qui n'ont pas encore connaissance du pass culture? Est-ce que vous l'avez évalué, ça, à peu près? Oui, c'est ce qu'on appelle le taux de couverture, en fait, dans notre jargon à nous. Et en fait, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on est autour entre 60 et 65% sur les jeunes entre 15, 16 et 17 ans. Donc le taux de couverture, il est plutôt bon. Enfin, il y a encore des progrès à faire et on essaie bien évidemment d'arriver à 100%, comme on aimerait être à 100% pour les 18 ans. Après, ça s'est développé un peu plus tard. C'est ouvert que depuis 2022, ce pass culture pour les 15, 16, 17. Et là-dessus, l'éducation nationale nous aide énormément, puisque pour tous les élèves scolarisés, ce que disait Clément tout à l'heure, ils diffusent les codes EduConnect qui facilitent leur inscription. C'est pour ça qu'on a quand même un bon taux. 63%, c'est le taux national. Après, ça va être un peu plus haut, un peu plus bas dans certaines régions. On est un peu plus haut, par exemple, ici en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Effectivement, on a des taux de couverture qui sont plutôt importants. Mais on sait que les derniers pourcentages, c'est la logistique du dernier kilomètre, quoi. Les derniers pourcentages sont aussi les plus difficiles à atteindre et que va falloir aussi aller les chercher. C'est la même chose, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que les jeunes soient sur le pass culture pour qu'ils soient sur le pass culture, c'est juste qu'on soit sûr qu'ils aient l'info, qu'on soit sûr qu'ils puissent l'utiliser. Nous, le seul moyen qu'on est sûr qu'ils aient l'info, c'est qu'ils téléchargent l'application. Ensuite, qu'ils l'utilisent ou pas, finalement, c'est important pour nous parce que c'est de se rendre compte est-ce qu'on arrive à diversifier les choses et tout ça, mais c'est vraiment être sûr qu'ils aient l'info. Et là, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les écoles de la seconde chance, avec l'Union nationale des missions locales, avec les MJC, avec tous ces réseaux jeunesse, avec les CRIJ, les PIJ, les BIJ, enfin tout le réseau information jeunesse, pour vraiment travailler sur une information la plus large possible. Il y avait encore une question. Oui, je me demandais qui a fixé l'âge de 20 ans? Parce que, il me semble qu'il y avait avant les chèques culture et il me semble que ça allait au moins jusqu'à 24 ans, si je me souviens bien. Alors, en général, sur les autres dispositifs, c'est des autres dispositifs qui sont régionaux et qui existent encore. Il y a eu un très très vieux dispositif national, comment il s'appelait qui était dans les années 80-90. Il y a des dispositifs régionaux, notamment la carte Avantage Jeune en région Bourgogne-Franche-Comté, qui est issue de ce dispositif, puisque c'était un dispositif national qu'ils ont voulu pérenniser à l'échelle régionale. Mais ça fait longtemps, il y a encore beaucoup de dispositifs régionaux, et qui là, effectivement, l'âge varie beaucoup, puisque en Bourgogne-Franche-Comté, la carte Avantage Jeune, on est sur un dispositif 0-30 ans. À Dijon, on a une carte qui est vraiment pour la carte étudiant. Donc après, ça va vraiment dépendre des politiques de chacun. Alors, 18-20 ans, en fait, c'est l'âge qui a été choisi. C'était au début vraiment de travailler à 18 ans. Donc c'était le crédit principal à 18 ans, utilisable pendant 2 ans. Donc c'est pour ça que la limite c'est 20 ans. C'est parce que c'est la limite d'utilisation du crédit. Comme je disais, il y a des jeunes qui le dépensent en 6 mois et donc du coup, en fait, la fin du dispositif en termes de crédit, ça peut être 18 ans et demi. Donc c'est assez variable. On est parti, enfin c'est pas nous qui avons choisi effectivement, pour le coup c'est le ministère de la Culture, c'est le gouvernement qui ont choisi cet âge de 20 ans. De 18 ans, je pense que c'était un peu la question, c'est l'emblème de ce qui est de 18 ans et de l'entrée à la majorité et tout ça. Et ben c'est de temps en temps trop tôt, de temps en temps trop tard. C'est-à-dire que ça peut être trop tard pour un certain nombre de pratiques, ça peut être trop tôt pour d'autres, puisque du coup c'est le moment où on est peut-être peu stable. On est sur plein de déménagements et tout ça, donc c'est pas forcément simple. Voilà, donc c'est. Après, on se rend compte que au début, c'était le pass culture était plutôt dépensé assez vite. Maintenant, il y a plutôt et le fait d'avoir eu un crédit un peu plus tôt, il y a une utilisation qui est un peu plus étalée dans le temps et où les jeunes savent qu'ils vont attendre pour tel ou tel festival ou pour tel concert, ou justement les moments où ils déménagent. On se rend compte que des jeunes qui sont dans les plus petites villes vont
avoir un peu plus de temps avant d'utiliser leur pass culture, parce que les jeunes qui sont à Autun, par exemple, eh ben, ils vont plutôt attendre d'être étudiantes à Dijon ou à Lyon pour utiliser leur pass culture. Ils savent qu'ils auront des opportunités qui leur plairont plus à cet endroit-là. Merci. Finalement, ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que le pass culture, il nous dresse un tableau de la consommation, de ce que consomment, de comment consomment la culture les jeunes. Et finalement, est-ce que finalement, ce n'est pas les remettre dans une case que de dire, eh ben voilà, les jeunes consomment ça. Est-ce que vous pensez que le pass culture a ce pouvoir de pouvoir les amener vers des choses auxquelles, des consommations auxquelles ils n'iraient jamais, quoi. Les faire aller dans des lieux structurels dans lesquels ils ne vont jamais, de leur faire franchir ces étiquettes qui pour eux, voilà, c'est... Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, elle est très bien cette question, vraiment. Alors forcément, on va répondre qu'on essaye de le faire. On ne dit pas que c'est la réponse. On dit je pense que c'est un outil intéressant. Tout à l'heure, Clément parlait d'OVNI. Je pense que c'est clairement ça, le pass culture. Et en fait, il faut utiliser un peu ce mot-là dans ses forces aussi. C'est-à-dire que c'est un outil numérique qui parle à ces jeunes-là, parce que justement, il est numérique. Moi, je vais donner une petite anecdote de ma région. J'avais une jeune en Bourgogne qui en fait a vu sur l'application un château pendant les journées européennes du patrimoine. Super, c'est revenu. Et donc en fait, cette jeune a vu cette offre sur le pass culture, elle s'est dit ah ben tiens, du coup ça me parle, ça veut dire que je suis la bienvenue dans le château et donc du coup je vais aller faire un tour. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant parce que c'est un outil vraiment dans l'air du temps qui parle à ces jeunes-là. Après, on a aussi on n'en a pas parlé, on a aussi un programme ambassadeur, c'est-à-dire qu'on a dans 25 villes un peu partout sur le territoire environ 600 jeunes ambassadeurs. Et leur mission, c'est aussi de parler aux autres jeunes, donc de leur âge, des choses qu'ils découvrent, des lieux qu'ils découvrent, des programmations qu'ils découvrent, enfin voilà. Et donc en fait, je pense qu'avec tous ces petites choses qu'on essaie de faire, mis bout à bout, on essaye en tout cas d'arriver à diversifier un peu les pratiques. Donc pour répondre à votre question, je ne peux pas répondre de manière très tranchée. On sait qu'on ne va pas réussir, mais on est peut-être un moyen différent d'y arriver. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de tester des choses. En fait, on est vraiment toujours dans l'expérimental, nous. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de bosser pour vous avec des personnes en région, parce qu'en fait, on peut travailler ensemble sur des propositions. On peut se dire, tiens, comment on peut faire ça et comment on y travaille ensemble et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En fait, c'est ce qu'on fait vraiment... nous tous chargés de développement là avec Lorraine qui connaît bien ça aussi et en fait on peut être vraiment surpris et on a un pôle études qui vraiment discute très souvent avec ces jeunes là, donc moi je trouve ça hyper intéressant justement de pas s'arrêter à des stéréotypes comme on avait et de se dire que voilà en fait ils peuvent carrément aimer telle ou telle activité et on s'en serait pas douté de ça. Vraiment, moi mes ambassadeurs de Dijon, ce qu'ils préfèrent c'est le musée archéologique de Dijon. C'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui disent ça. Donc en fait ils ont des appétences où on se dirait pas qu'ils aiment le musée d'archéo, qui vont plutôt aller dans la SMAC de Dijon et en fait pas du tout, ils y vont pas à la SMAC par exemple. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est un levier supplémentaire sur la démocratisation culturelle. Je ne sais pas si elles sont référencées sur Pass Culture, mais en tout cas, ils y vont. Et elles pourraient. Par rapport à ça... C'est plutôt une petite intervention, question pour rebondir sur ce que monsieur disait, parce que j'ai sous les yeux un article du Monde du 21 mars qui est très intéressant parce que justement Rachida Dati dit qu'elle trouve que le dispositif reproduit les inégalités culturelles et sociales et elle souhaite modifier l'offre de la plateforme pour inciter notamment à aller au théâtre et à l'opéra.
Donc moi, j'ai l'impression, au niveau de la pratique de l'offre individuelle, hein, je vais cibler là-dessus, que on va revenir encore, voilà, dans les années 70-80, où pour faire court, on va vouloir donner aux pauvres la culture qu'on considère comme la culture cultivée, la culture savante, qui sont le théâtre et l'opéra. On sait aujourd'hui que c'est pas comme ça qu'on va faire aller les jeunes à l'opéra. Voilà, il y a enfin depuis des années, entre acteurs culturels, on parle plus de démocratisation, on parle de démocratie culturelle, de faire avec et de pas faire pour, de partir de ce que veulent les jeunes et de pas constamment leur imposer. Je veux dire, j'ai 18 ans, j'habite à Montbéliard, avec mon pass culture, je n'irai pas jusqu'à Besançon ou Dijon pour aller à l'opéra. Et justement, ma question, parce que peut-être que ce que je dis là, c'est pas juste, c'était que vous qui êtes acteur de terrain, qui parlez avec les jeunes, qui avez les statistiques, les chiffres, là, Rachida Dati dit qu'elle veut valoriser du coup sur la plateforme, qu'elle va réviser toute la plateforme pour mettre en valeur les spectacles liés au théâtre et à l'opéra pour réduire les inégalités sociales. Est-ce que vous, du coup, sur le terrain, vous pensez vraiment que c'est juste en mettant en valeur un peu plus l'opéra et le théâtre que c'est ça qui va faire aller les jeunes vers ces formes artistiques-là, et est-ce que ça va réduire les inégalités sociales voilà, de mettre en valeur l'opéra un peu plus sur le pass culture? Je trouve ça un peu léger, voilà, comme discours. C'est pour ça. Bah, la ministre de la Culture reste la ministre de la Culture, elle est dans ce rôle, hein. Elle défend aussi ses opérateurs. L'opéra est le premier opérateur en termes de subvention. Nous, c'est pas notre démarche. Je dis pas que ça le sera pas demain, hein. On est aussi lié à un ministère de la Culture. Nous, c'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est la diversification des pratiques. Donc, c'est partir d'un point A et diversifier. Mais c'est pas tous à l'opéra ou tous au théâtre ou tous dans les scènes nationales. Ce qui est important pour nous, c'est que ces lieux-là soient référencés, c'est de travailler avec eux pour qu'ils aient connaissance de ces trucs, qu'ils se sentent autorisés à y aller, qu'ils y aillent ou qu'ils y aillent pas. Nous, finalement, c'est vrai que c'est pas que ça nous regarde pas, mais on est vraiment sur une utilisation individuelle du pass culture. C'est-à-dire que chacun en fait ce qu'il veut. Moi, j'ai aucun jugement sur le fait que 30% du crédit soit utilisé pour des mangas. Après, notre objectif, c'est de dire comment de ce point de départ-là, on arrive à créer des parcours avec les partenaires pour diversifier les pratiques. Mais diversifier les pratiques, pas dans un objectif de aller vers... Enfin, c'est pas Malraux qui a inventé le pass culture. On n'est pas sur aux grandes œuvres, les grands hommes et tout ça. On est vraiment sur... Comment est-ce qu'on va travailler sur cette diversité culturelle, effectivement sur cette démocratie culturelle. Donc nous, on s'inscrit là-dedans. Ensuite, les directives peuvent changer. On verra à ce moment-là, ça, bien sûr. La deuxième chose, j'ai oublié, mais... Un journal qui s'adresse aux collectivités territoriales, voilà. Et donc, il est indiqué là, sur l'article, je l'ai sous les yeux, donc Rachida Dati compte intégrer les MJC au pass culture, donc c'est publié donc au 2 avril. Le ministère de la Culture a annoncé dimanche, je vais pas lire la tech, 31 mars, elle allait rendre les maisons de la culture donc éligibles au pass culture. Voilà. Bon, manifestement, elle a dû vous entendre entre-temps, là. En fait, du coup, je me permets d'intervenir. C'est comme ça qu'on a débuté la conférence, c'est-à-dire qu'on faisait référence aux annonces de ce week-end, notamment sur le pass culture. Et en fait, Rachida Dati, pour le coup, a été la ministre de la Culture a été une très bonne attachée de presse pour les MJC ces derniers temps. Elle a certes parlé de ce que tu disais, mais elle a aussi parlé du fait que il s'agissait aussi de redonner en tout cas de redonner des moyens, on sait pas encore, mais en tout cas de la visibilité aux espaces culturels de territoire, aux structures qui font vivre la culture sur les territoires. Elle mène le ministère de la Culture mène une enquête sur le milieu rural et ce qui se passe au niveau culturel en milieu rural. Donc voilà, tout ça va s'articuler, on l'espère, en notre faveur. En tout cas, nous, on est à l'écoute de toutes ces annonces et bien sûr, on est en interlocution régulière avec les services du ministère de la Culture. Effectivement, il y avait une question qui a été posée. Je crois pas qu'il y ait eu de réponse. Je sais plus non plus ce que c'était ou pas. Hein. Non. On va peut-être clôturer. Bon, merci beaucoup. Merci à Chloé, Clément d'être intervenu. On va peut-être s'arrêter là et merci beaucoup. Et je rappelle qu'il y a un atelier donc sur le pass culture pour toutes les questions techniques auxquelles on n'a pas forcément répondu pendant ce moment-là. Et puis Clément est encore là avec nous demain. Voilà.
Merci beaucoup.